Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La restauration informelle. En Afrique subsaharienne. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga Akoa. Dernière parution. Seigno WARABADAHDJI. Côte d'Ivoire, il faut sauver le soldat Feski. Pierre Cachadil BUKASAMUTEBA, le tribalisme. Analyse des faits et comportements en République démocratique du Congo, 2010. Mahmoud Ben Saïd, la transition préméditée 2010. El Hadji Sega Gueye, la précarité du travail au Sénégal. L'expérience des employés de la Sococim et des ICS, 2010. Esther TNTALLAH, guide pratique de lutte contre le paludisme 2010. Ernest MENYOMO, Descartes et les Africains 2010. Noël DOSSOUYOVO, et pourquoi l'Afrique refuserait-elle le développement 2010. Mahamadou Issoufou TIADO, le Niger, une société en démolition 2010. Gaston BEMBANDOUMBA, la folie dans la pensée Congo 2010. Joséphine Zibi, l'ingénierie sociale du développement. À l'école de l'eau, 2010. Daniel DIBL accent aigu, Amadou Ampateba. L'espace initiatique 2010. Adon GNANGUI, droit des déchets en Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire 2010. Toumani Mendy, aménagement du territoire et intégration sous-régionale ouest africaine, 2010. Follet DIANGITUKWA, la thèse du complot contre l'Afrique. Pourquoi l'Afrique ne se développe pas, 2010. Essai à Mouzou, le mythe du développement durable en Afrique noire 2010. Berthe Florence YMELENOUAZI, travail social et sida en Afrique. Au cœur des souffrances 2010. Cyriaque Geoffroy EBISSIENINE, la problématique de la santé et de la maladie dans la pensée biomédicale. Essai sur la normalité chez Georges Canguilhem, 2010. À Christiana. À Madeleine. En un temps où tous les systèmes économico-politiques se saturent, il est bon de revenir à ce concret le plus extrême qu'est la vie de tous les jours. Ainsi, ai-je prêté mes mots et ma plume à ceux-là qui n'ont que leur bouche, mais pas assez de voix pour raconter leur propre histoire. L'auteur. Mais alors, pourquoi la rue ? Parce que la rue est là. C'est la présence obscène, ce qui se place devant la scène de nos métropoles. Dès qu'on franchit la porte de la maison, de la boutique, du commerce, dès qu'on descend du trottoir, on y est. La rue est face à nous, elle compose l'arrière-fond du théâtre urbain. Elle est le sine qua non de l'urbain. Le support de tout ce dont est composée la ville. Jeanne Brody, La rue, Toulouse, Pume 2005, page 11. Remerciements. Il m'agrée de remercier celles et ceux qui, au plus fort de mes expériences malheureuses, de mes remises en question, de mes doutes et interrogations, m'ont tendu la main. Que chacune des personnes qui se reconnaîtront en ces lignes, y trouve l'expression de ma profonde gratitude. Mes dettes personnelles pour la réalisation de cet ouvrage sont nombreuses. Je tiens particulièrement à remercier le professeur Ludovic Eman Obiang, pour m'avoir permis de bénéficier d'une année sabbatique en 2009. Période au cours de laquelle j'ai pu mettre en cohérence les idées qui font ce livre. Mes remerciements vont également au professeur Géoris Bertin Madébé qui m'a encadré dans l'écriture de ce livre, pour sa patience et pour les aspects techniques. Ma reconnaissance va à l'endroit des responsables du Centre nantais de sociologie, SENS, pour avoir mis à ma disposition toutes les structures du laboratoire, ainsi qu'à celui de Philippe Jean S., professeur honoraire à l'Université de Nantes et à Bachir Mohamed Doucouré, maître de conférence à l'Université de Toulouse-Le Mirail dont les remarques et suggestions ont contribué à l'amélioration du contenu de cet ouvrage. Introduction. Depuis quelques décennies, un nouveau mode d'alimentation se développe dans les capitales africaines. Il s'agit de la prise de repas de la mi-journée sur les lieux de travail. Historiquement, ce n'est pas un phénomène nouveau car semble-t-il, il existait déjà dans les premières concentrations industrielles d'Europe. Il se traduisait par des formes de ravitaillement alimentaire,
qui étaient mises en place au cours de cette période. Il s'agissait notamment de la pratique du ramassage des femmes d'ouvriers qui apportaient la nourriture à leurs maris, quand ces derniers n'apportaient pas eux-mêmes leurs gamelles sur le lieu de travail. À première vue, se restaurer sur le lieu de travail servait à se remplir l'estomac et regagner les forces nécessaires aux dépenses physiques des ouvriers. Par ailleurs, les différents lieux de restauration de cette époque ont aussi permis aux ouvriers d'y trouver des espaces de détente et ainsi oublier, pour un temps, les affres du monde du travail. En abordant la question au niveau des pays en voie de développement, il apparaît que la restauration hors domicile peut être le résultat aussi bien d'une urbanisation galopante que d'un développement des activités industrielles. Dans la plupart des pays, des études sont menées afin d'analyser ce phénomène qui prend des proportions considérables dans des domaines du commerce informel et de la sécurité alimentaire. La question relative à la restauration de la rue fait l'objet d'une attention particulière dans les pays africains. Toutefois, les enquêtes de consommation alimentaire sont abordées avec un objectif plus économique que nutritionnel. C'est un mode d'alimentation qui devient irremplaçable dans le système alimentaire urbain. Toutes les études qui ont documenté la consommation des aliments de rue en Afrique ont mis en évidence l'importance de ce nouveau mode de consommation en milieu urbain. Partant de ce constat et tenant compte des études déjà menées sur le sujet, il nous a semblé opportun d'aborder un autre aspect de la question, mais cette fois-ci en interaction avec le monde professionnel. Car nous semble-t-il, le sujet n'est pas épuisé tant tous les champs liés à sa problématique ne sont pas totalement explorés. D'une manière générale, l'alimentation de rue fait partie des loisirs que les populations urbaines s'achètent dans de nombreuses villes africaines, au même titre que la fréquentation des bars et des dancing de. Dans la plupart des villes d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, un nombre croissant de personnes ont recours, pour leur alimentation quotidienne, à des aliments préparés, vendus et souvent consommés dans la rue. Parmi les définitions utilisées, nous retiendrons celles données par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Selon cet organisme, ce sont des aliments et des boissons prêts à être consommés, préparés ou vendus par des vendeurs et des marchands ambulants, spécialement dans les rues et autres lieux publics. 3. Cette définition fait penser que la rue africaine se définit plus par le recouvrement de ses usages privatifs et publics, que par ses limites et sa linéarité visuelle. 4. Le développement des petites activités commerciales et artisanales urbaines appartenant à ce que l'on a pris coutume d'appeler l'informel, s'accompagne le plus souvent d'une importante occupation de la rue, sous diverses formes, ambulante, sédentaire, temporaire ou permanente. 5. Ce commerce qui a gagné du terrain dans la plupart des villes africaines au sud du Sahara, s'inscrit bien sûr dans ce que nous qualifions de secteur informel de l'alimentation. Celui-ci prend cependant une dimension toute particulière dans les centres urbains africains, où les conditions de travail et les difficultés économiques et sociales favorisent le développement d'une clientèle qui se caractérise par des niveaux de revenus relativement bas. Pendant la journée, les restaurants de la rue offrent aux citadins des aliments prêts à être consommés, au goût populaire et à des coûts acceptables pour la plupart des clients. L'absence de moyens de transport adéquats et le souci de bien gérer le temps font que de nombreux travailleurs ne peuvent pas rentrer chez eux afin de partager le repas familial de la mi-journée. Avant de nous positionner dans la problématique de la restauration de la rue, il est nécessaire de passer par une revue documentaire non exhaustive. C'est elle qui permettra de poser les bases de notre analyse sur la question. Cette étude permet d'appréhender les stratégies et les interactions qui s'établissent entre les clients ouvriers et les restaurants de la rue de Libreville. Elle va mettre l'accent sur les ouvriers de Sogafrique dans la zone industrielle d'Olumi. En dehors du groupe Sogafrique, d'autres entreprises occupent le même site géographique. Néanmoins, les analyses ici menées pourront se généraliser à certains aspects de la vie ouvrière gabonaise. Dans le but de donner des réponses objectives à notre problématique, les hypothèses de travail nous ont permis de subdiviser cette étude en 7 chapitres. Ils sont précédés d'un chapitre préliminaire qui aborde la question de l'alimentation, à travers les conclusions des études menées par les chercheurs de différentes disciplines. Dans le premier chapitre, il s'agit de démontrer l'évolution de la prolétarisation durant la période coloniale au Gabon.
Ce processus qui va jusqu'à l'ouvriérisation permet de comprendre les conséquences des mutations de travail intervenues dans les sociétés de tradition qui caractérisaient le Gabon. Après les métiers du bois dans les zones forestières et des mines dans les zones correspondantes, les néo-salariés se sont orientés vers les travaux urbains et ont ainsi intégré les usines et autres entreprises industrielles capitalistes. Le deuxième chapitre retrace brièvement l'évolution de Libreville à travers un processus socio-historique dans lequel se sont inscrits tous ceux qui ont émigré de l'intérieur du pays pour y travailler. Ces travailleurs sont partie prenante du type d'urbanisation à l'origine des quartiers populaires et sous-intégrés, dans lesquels résident aussi les populations d'ouvriers. Le troisième chapitre rapporte les conséquences de l'absence des cantines ouvrières sur les lieux de travail. Il revisite également l'histoire des restaurants collectifs ou autres cabarets à travers les premières concentrations industrielles. Dans ce chapitre, sont aussi évoqués les quelques autres facteurs relatifs à la sédentarité des ouvriers sur le lieu de travail. Le quatrième chapitre s'attache à présenter la restauration de la rue dans une ville d'Afrique subsaharienne, démontrant dans le même temps l'impact de ce mode d'alimentation dans les modes de vie de la population urbaine de Libreville. Cette démonstration a pour effet de comprendre le lien que les ouvriers entretiennent avec ce mode d'alimentation de rue. Le cinquième chapitre relève le caractère féminin de certaines activités informelles, parmi lesquelles celle de la restauration de la rue diurne principalement. Cette activité est souvent le fait des femmes expatriées qui n'ont pas eu l'opportunité de s'intégrer dans les réseaux socio-économiques au Gabon, et qui, par ce canal, se procurent des revenus. Le sixième chapitre souligne les opportunités que les restaurants de la rue offrent aux travailleurs dans un contexte de précarité socio-économique. Des opportunités et des stratégies sont trouvées pour contourner les manquements inhérents aux conditions précaires du travail, et attirer l'attention sur un patronat qui ne considère les ouvriers qu'en tant que moyen de production des biens et services. Le septième chapitre essaie de faire ressortir les liens qui sont au fondement des sociétés gabonaises, et que les ouvriers essaient de reconstituer dans un univers où l'individualisme régit les relations sociales. Sur la question politique, l'âge d'or des ouvriers reste les années 1990, période où les ouvriers se sont manifestés par rapport aux revendications sociales et politiques. Mais depuis lors, ils semblent avoir baissé les armes et se sont résignés à rester une force politique passive en ne privilégiant que des considérations secondaires. En conclusion, nous présenterons la synthèse des éléments d'analyse qui seront évoqués tout au long de cet essai, afin de sensibiliser les pouvoirs publics, le patronat et les ouvriers sur les perspectives de mise en place des mécanismes institutionnels qui iraient dans le sens du bien-être des travailleurs en général. Chapitre préliminaire. La question de l'alimentation de rue. Nous abordons la question de la restauration de la rue, essentiellement, en nous référant à une analyse de Mb Diouf 6 sur les restauratrices de Dakar, Sénégal. Dans cette étude, l'auteur commence par exposer les conséquences des migrations de travail des paysans attirés par les activités économiques urbaines. Diouf constate qu'à la suite de la baisse de la production de ces anciennes entreprises coloniales, leurs héritiers ont adopté des stratégies favorisant les activités marginales à des fins de blocage de revenus directement liés à leurs enseignes, orientant ainsi les travailleurs vers les restauratrices installées dans les environs. En complément de cette analyse, Akindes 7 dévoile les raisons objectives qui sont à l'origine de la restauration populaire à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il estime que le rythme de vie urbain et la faiblesse des moyens de transport enlèvent aux travailleurs et à la population scolaire la possibilité de prendre leur repas à domicile, faisant ainsi de l'alimentation extérieure une nécessité. Aussi, expose-t-il les différents types de restaurants. Il souligne, par ailleurs, le fait que le développement de la restauration populaire est fortement influencé par la récession économique dans son pays depuis les années 1980. Elle est donc une forme de résistance aux effets des mesures d'ajustement économique 8. D'autre part, la géographe Gnamon Adiko 9 met l'accent sur le conflit pour l'occupation de l'espace de la ville d'Abidjan entre les femmes pour qui la rue s'impose de fait comme lieu de travail et les aménageurs urbains. Ce conflit naît du fait que les femmes sont exclues des marchés, parce qu'elles utilisent le feu de bois lors de la cuisson des aliments.
La géographe considère aussi que le commerce de la nourriture est le fruit de l'urbanisation qui a entraîné, dans son essor, de nouveaux modes d'emploi qui ont généré à leur tour des nouveaux modes d'alimentation. Canet et Ndiaye-10, quant à eux, mettent en avant les problèmes liés à la sécurité alimentaire. Celle-ci serait, entre autres, mise à défaut à cause de l'absence de surveillance officielle de la vente ambulante des aliments préparés sur la voie publique. Ces aliments entraîneraient toutes sortes de problèmes mettant directement en danger la santé des consommateurs. Les auteurs s'appuient sur les études préalables faisant état de diverses contaminations et proposent l'encadrement de cette activité. Ces auteurs décrivent aussi l'importance de la restauration de la rue dans les grandes villes africaines et la diversité des lieux de vente. Dans une toute autre approche, Briand 11 situe la sécurité alimentaire dans la capacité des individus à se nourrir régulièrement et de façon continue en vue de mener une vie saine et active. Tous ces travaux démontrent l'importance économique et sociale de la restauration de la rue. Toutefois, l'ensemble de ces analyses qui confirment l'idée que cette activité est fortement ancrée dans le secteur informel, n'abordent pas la question qui nous préoccupe. Nous avons l'ambition d'étudier les facteurs de dépendance qui interviennent entre les ouvriers et les restaurants de la rue de Libreville. L'ouvrier se définit comme toute personne exécutant un travail manuel pour le compte ou sous la direction d'un patron ou de ses préposés, quelle que soit la nature de l'établissement dans lequel ce travail s'exerce, usine, atelier, magasin ou chantier. Quel que soit également le taux ou le mode de paiement du salaire. Sont donc ouvriers ceux qui exercent un métier, c'est-à-dire un art mécanique ou manuel pour le compte d'autrui, ainsi que les individus embauchés comme auxiliaires pour un travail manuel simple ne comportant pas d'apprentissage 12. Il faut reconnaître que nous avons hésité à adopter définitivement ce terme. Car on dirait que malgré les restructurations, l'autonomisation, la technicisation, la tertiarisation, la catégorie ouvrière résiste tout simplement à sa fin annoncée. Le problème est que plus personne ne sait très bien ce que recouvre réellement aujourd'hui le terme ouvrier, brouillé par les formidables mutations sociales qu'a connues et que continue de connaître cette catégorie 13. Dans cet essai, l'expression les ouvriers pourrait sembler trop limitative ou trop technique puisque la plupart du temps, nous allons mettre l'accent sur un style de vie, une constellation d'attitudes et plus précisément, un ethos qui caractérise tout un ensemble de couches sociales, mais dans le fond, l'analyse des modèles culturels porte principalement sur les salariés dont les ouvriers sont une composante. Par ailleurs, au lieu de continuer d'étudier la question sous le concept de l'alimentation de rue comme cela est énoncé dans la plupart des références bibliographiques traitant de la question, nous avons choisi de le remplacer par les restaurants de la rue. Selon Bria-Savarin, un restaurant est un établissement, dont le commerce consiste à offrir au public un festin toujours prêt, et dont les mets se détaillent en portions à prix fixe sur la demande des consommateurs. Il a fallu d'abord, pour que cette nouveauté prenne, que des gens acceptent de manger des morceaux de quelque chose qui avait déjà été découpé par quelqu'un d'autre. 14. En outre, nous aborderons cette question sous l'angle de la sociologie du travail. Cette connaissance qui se construit à partir des divers aspects des collectivités humaines se constituant à l'occasion du travail 15. Ce qui la différencie fondamentalement de la sociologie de l'alimentation classique. En effet, les sociologues expliquent les phénomènes de consommation comme étant une combinaison de l'utilité, confort, sécurité, de la distinction, style de vie, distinction, signe d'appartenance à un groupe, et du plaisir, satisfaction, consommation hédoniste. 16. Est-il nécessaire de rappeler que dans presque tous les territoires de la sociologie, il est possible de retrouver des dimensions de l'acte alimentaire ? C'est le cas de la sociologie rurale, la sociologie urbaine, la sociologie de la santé. Mais c'est effectivement dans le domaine de la sociologie du travail que les travaux relatifs au mode d'alimentation sur le continent africain sont encore peu nombreux. Les quelques études qui ont été menées jusque-là sur l'alimentation en Europe concernent les catégories sociales pauvres. Ce n'est pas pour autant que les travaux sur la consommation des pauvres n'y soient pas eux non plus nombreux. 17. En sociologie, les pratiques alimentaires apparaissent dans une première approche comme un thème banal. On pourrait presque dire classique. Car il relève d'un thème sur lequel les différentes écoles de pensée ont appliqué leur paradigme explicatif. 18.
Cependant, ces pratiques sont en même temps l'objet d'un paradoxe théorique. Lieu quasi systématique de déploiement du regard sociologique, ces pratiques qui sont peut-être des marqueurs identitaires et par lesquels se déploient les codes de différenciation sociale, ont eu du mal à se poser en véritable objet sociologique 19. Si on considère les comportements alimentaires non pas comme la conséquence de choix individuels de consommation, mais comme des pratiques sociales dont on ne peut rendre compte qu'en fonction des caractéristiques de la société considérée, de ses modes de production et de vie, de la dépendance des économies et des sociétés vis-à-vis du système capitaliste mondial, on s'oriente vers des modèles alimentaires de type standard 20. Mais l'histoire des sociétés n'est-elle pas jalonnée par des évolutions successives pour s'adapter aux changements de l'environnement et des modes de vie, tout en assurant la satisfaction des besoins physiologiques des individus et une vie quotidienne en relative bonne santé? En ce qui concerne le champ de l'alimentation des ouvriers au Gabon, il nous a paru opportun d'évoquer la question ouvrière en rapport avec la restauration de la rue à Libreville depuis la période coloniale. Nous étudions donc l'accès de cette catégorie socio-professionnelle à l'alimentation supposée bon marché hors du foyer, à travers des initiatives populaires susceptibles de pallier les insuffisances des pouvoirs publics et des entreprises privées. Le secteur informel de l'alimentation prend effectivement une dimension toute particulière dans la capitale gabonaise, où les conditions de travail et les difficultés économiques et sociales ont favorisé le développement de la clientèle ouvrière dans le secteur économique de l'alimentation. Aborder la question sous l'angle de l'ouvrier permet de spécifier le caractère imposé des horaires des salariés et de circonscrire les espaces qui les accueillent pour se restaurer à un moment précis de la journée. Les ouvriers qui vont servir de support dans cette étude sont ceux des entreprises de l'automobile au Gabon. Ce sont des individus détenteurs ou non d'une qualification, formés dans un centre technique ou professionnel, sur le tas ou expérimentés. Pour ce faire, nous nous sommes intéressés aux ouvriers mécaniciens du groupe Sogafric à Libreville. Au sortir de la colonisation, la politique de développement économique a entraîné la multiplication des investissements étrangers au Gabon. Aussi, notre intérêt pour le groupe Sogafric vient-il de ce que celui-ci concentre l'essentiel des entreprises spécialisées dans divers secteurs de l'automobile, confère page 25. Secteur tout à fait récent dans le développement des activités socio-économiques au Gabon, les entreprises de l'automobile concentrent une main-d'œuvre importante. Les ateliers de ce groupe sont installés dans le quartier Oloumi, plus connu sous le nom de zone industrielle d'Oloumi. Créé en 1957, le groupe Sogafric compte actuellement 864 Sogafricains au sein de ses succursales. Il est reconnu au Gabon pour être un des plus gros pourvoyeurs d'emplois. Spécialisé au départ dans la fabrication de savon, le groupe Sogafric s'étend aujourd'hui à des activités telles que la distribution et la maintenance des véhicules automobiles, d'engins forestiers et de camions, la construction métallique, le froid commercial, l'électroménager, le mobilier et l'exploitation forestière. Les activités du groupe impliquent l'importation et distribution de véhicules, Sodim TP et Toyota Gabon, l'importation et distribution d'équipements de travaux publics et forestiers, Sodim TP, la gestion de parcs de véhicules, Gespark, la construction industrielle et navale, Sogi, l'équipement de la maison et du bureau, Electra, les métiers du froid du bâtiment, équipement de collectivité, plomberie, sécurité, réseau, Sogafric Service. Le groupe possède également plusieurs participations dans les métiers de la banque, de l'assurance et les nouvelles technologies. Le groupe Sogafric regroupe l'ensemble des sociétés gérées par la Compagnie du Como. En 2008, le groupe Sogafric Automobile compte 622 employés dont 374 ouvriers, soit 60% des personnels. Les ouvriers de Sogafric sont répartis en groupes d'activités. C'est ainsi que nous avons les ouvriers chaudronniers-soudeurs, les ouvriers monteurs-tuyauteurs, les ouvriers carrossiers, les ouvriers électriciens, les ouvriers d'entretien, les ouvriers frigoristes, les ouvriers mécaniciens et les ouvriers qualifiés. Ces jeunes gens, pour l'essentiel, ont une moyenne d'âge de 33,5 ans. Leur ancienneté dans les différentes entreprises donne une moyenne de 5 années, avec des records de 22 ans dans la catégorie ouvrier d'entretien.
Cette courte longévité dans l'entreprise est révélatrice du comportement de l'ouvrier gabonais en général. En intégrant l'entreprise, ce dernier adopte une identité dont il ne maîtrise pas les matériaux relatifs à l'identification au travail dans la société moderne. C'est une attitude qui renvoie à la problématique du travail dans l'environnement paysan. Il y aurait comme une permanence de la conception du travail dans la société villageoise, où effectivement, l'activité ne répond pas à un devoir d'exécution dans un laps de temps rigoureusement défini. Ce qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui, on peut le faire demain. C'est-à-dire que le paysan a la latitude de passer une ou plusieurs journées sans aller au travail, si son état de santé ou familial ne le lui permet pas. Cette absence peut être comblée par un autre membre de la famille ou un cousin du village et ceci, à charge de revanche. Comme cela se passait lors de l'abattage de plantations, des débrousaillages ou lors des manifestations rituelles. C'est à croire que les ouvriers gabonais ne se reconnaissent généralement pas encore dans ce moyen moderne d'intégration sociale, ou bien ils l'interprètent mal. Et ceci, quand bien même le travail par l'intermédiaire du salaire constitue le principal moyen d'indépendance dans une société marchande. En effet, comme le démontre bien R. Caban, dans les enquêtes menées au Cameroun 21, si l'identité ouvrière est toujours virtuellement ou concrètement provisoire, précaire ou surdéterminée par les logiques des agents qui passent à l'usine sans nécessairement avoir le projet, ou le seul projet d'y rester et d'y ancrer toute leur identité sociale. 22. On peut aussi considérer qu'une entreprise peut n'être qu'un lieu de passage, un lieu de socialisation provisoire, transitoire. Au contraire, si elle constitue un lieu de travail durable, elle peut être valorisée et servir de référence en ce qui concerne la vie de travail. 23. Ces comportements ne tiennent pas compte des salaires que les ouvriers reçoivent et qui sont souvent supérieurs au salaire minimum garanti, SMIC. 24. Actuellement, les salaires moyens des ouvriers du groupe Sogafric vont de 136 959 à 153 079 farad CFA 25. En outre, le personnel de ce groupe est à dominante masculine. Les hommes y sont en effet surreprésentés, et ce, dans tous les secteurs d'activité qui vont du montage automobile à la fabrication d'équipements industriels en passant par les autres services. Dans le répertoire des fiches d'emploi des ouvriers de Sogafric, il n'est pas mentionné la situation familiale de chacun. Toutefois, plusieurs d'entre eux se disent mariés. La notion de mariage doit être expliquée afin de fixer les lecteurs lorsque nous aborderons les comportements budgétaires des ménages. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.